Dans les champs et les forêts verdoyantes du Japon, les éleveurs produisent d'importants produits ruraux. Leur imagination et leur constance permettent d'obtenir de bonnes récoltes, mais contribuent également à améliorer la valeur des produits horticoles japonais sur le marché mondial. Il convient d'étudier comment les éleveurs japonais collectent des milliers de lots de produits agricoles. L'udo est une plante sauvage appétissante présente dans différentes régions du Japon. Elle est utilisée comme plat de printemps depuis des temps immémoriaux. L'udo est divisé en Yama-udo et Nanka-udo, qui se développent tous deux de la fin de l'hiver jusqu'à environ avril. Néanmoins, leur apparence n'est pas uniforme. Le Yama-udo est vert et semble sauvage, tandis que le Nanka-udo est blanc. Ces différences d'apparence correspondent au climat dans lequel il se développe. Le Yama-udo se compose de tiges épaisses, dodues et dressées qui mesurent généralement de 60 à 90 cm de long et de 2 à 5 cm de large. Malgré sa capacité à atteindre des tailles énormes, le Yama-udo n'est encore récolté qu'occasionnellement en raison de ses tiges jeunes et délicates. Entre-temps, le Nanka-judo est développé grâce à la stratégie agroalimentaire du conditionnement, qui le protège de la lumière du jour. Après 30 à 40 jours, l'udo est récolté lorsqu'il atteint une hauteur d'environ 70 cm. La haute saison de récolte s'étend généralement de décembre à avril, car la zone plantée d'arbres d'udo a une hauteur d'environ 1 mètre. La cueillette sous terre est indéniablement difficile, car le travail nécessite de s'accroupir régulièrement. De nombreux éleveurs souffrent de problèmes de jambes et de dos. Les éleveurs ont minutieusement coupé l'udo et l'ont enveloppé pour le retirer du passage. Quelqu'un d'autre cherchait le sol pour soulever la boîte en bois. Le moment est important après la récolte, car l'udo devient rapidement vert lorsqu'il est exposé à la lumière du jour. C'est pourquoi les éleveurs se sont continuellement tournés vers le développement et la collecte à l'intérieur, afin que l'udo soit moins affecté par le climat. L'industrie du développement de l'udo à Takikawa s'est immédiatement révélée extrêmement célèbre et a réalisé des rendements importants, de l'ordre de 450 tonnes par an. La saveur de l'udo change. L'image des légumes sauvages, les gens sont souvent inquiets du goût âpre des légumes sauvages, mais pour l'udo, il peut en fait être mangé cru. Lorsque vous croquez un morceau d'udo récemment récolté, il émet un son croustillant et une faible sensation agréable se répand dans votre bouche, tandis que le goût nouveau et revivifiant attend un peu plus tard. C'est la raison pour laquelle cette plante est devenue le fort de Takikawa. Aujourd'hui, nous allons visiter le lac Kasumigo, le deuxième plus grand lac du Japon, heureux d'avoir la création de racines de lotus la plus élevée du Japon. La terre qui borde le lac est fructueuse et dispose d'une eau abondante qui permet aux racines de lotus de s'épanouir. Les racines de lotus autour du lac Kasumigo sont récoltées de juillet au printemps. Au moment de la récolte, toutes les tiges et feuilles de lotus situées au-dessus de l'eau du lac sont coupées afin d'empêcher les lotus de s'étendre. Les racines de lotus se développent sous terre, en léthargie dans la boue, et accumulent progressivement de l'amidon de l'été à l'hiver. Cela signifie que les racines de lotus récoltées dans une même région lacustre peuvent avoir des saveurs différentes en fonction de l'heure de la récolte. Les éleveurs continuent à récolter jusqu'en mai, lorsque la racine de lotus devient plus adaptable, le sucre se transformant en amidon. La boue rend les déplacements difficiles et trouver des racines de lotus n'est sans doute pas une tâche aisée. Les éleveurs ont déclaré qu'il fallait de la persévérance et une grande stratégie pour récupérer l'intégralité de la racine de lotus, car les racines de lotus ne peuvent pas s'enfoncer directement dans la terre. Les éleveurs doivent faire preuve de délicatesse et ne pas les casser pour pouvoir les vendre à un prix décent. En général, chaque kilogramme de racines de lotus coûte environ 2 $ et 8 cents américains. Le champ de lotus se trouve à une profondeur de 50 à 60 cm. Les éleveurs doivent se baisser dans l'eau jusqu'à la poitrine et plonger dans la boue pour trouver les racines de lotus. Ils utilisent des avions à eau pour chercher manuellement les racines de lotus et passent par le système de lavage habituel. Cette méthode permet également d'éviter d'endommager la peau de la racine de lotus. Les racines de lotus expédiées selon ces cycles prudents ne sont pas seulement savoureuses.
Leur blancheur et leur apparence ajoutent également à leur valeur après leur expédition au bureau de manutention. Les racines de lotus sont retirées et mises en conserve individuellement au jour Rankon Sankyo. Les racines de lotus sont collectées et livrées dans pas moins de 2 jours après avoir reçu les commandes des éleveurs. Outre la racine de lotus, le Japon est également le pays qui possède les champignons les plus délicieux. Avez-vous déjà vu une grande quantité de champignons shiitake dans les bois? Les éleveurs sélectionnent soigneusement des chênes d'une largeur de 10 à 20 cm, ce qui crée des conditions idéales pour que les champignons shiitake commencent leur cycle de développement. Le bois de chêne est empilé de manière pratique, puis acheminé vers la région de développement des champignons shiitake. Les éleveurs percent ensuite de petites ouvertures dans le bois afin d'y intégrer les organismes non développés du champignon shiitake. Ces ouvertures sont percées à environ 10 à 15 cm d'intervalle, en fonction de la taille des champignons shiitake. L'organisme non développé du champignon est inséré dans l'ouverture à l'aide d'un instrument unique qui garantit que l'organisme naissant du shiitake est inséré au bon endroit et à la bonne profondeur. Chaque bûche produira 2 à plusieurs fois plus de champignons shiitake, en fonction de la taille totale et des conditions météorologiques. Une fois que les organismes non développés des champignons shiitake sont placés dans les troncs, ceux-ci sont placés dans des situations raisonnables pour attendre que les champignons shiitake se développent afin de garantir une récolte. Les Japonais se rendent souvent dans les forêts et ramassent chaque arbre à la dure. La récolte se fait manuellement, les éleveurs retirant prudemment les champignons shiitake des troncs. Ils utilisent des conteneurs en plastique pour stocker les produits finis. Lorsqu'ils sont rassasiés, ils se rendent à l'endroit où les champignons sont entreposés et conservés afin d'éviter tout dommage. L'interaction lente du développement et l'espace de vie régulier des champignons shiitake leur confèrent une surface épaisse, une saveur riche et des bienfaits pour la santé. Le développement des champignons shiitake sauvages ouvre des portes monétaires au réseau de proximité au Japon. Dans les régions méridionales du Japon, les champignons shiitake sont les plus développés de la nation, représentant 50 à 55% du résultat total à un coût quelque peu exorbitant chaque année. Seule une mesure restreinte de champignons shiitake normaux peut être récoltée. C'est la raison pour laquelle les nouveaux champignons shiitake ont un coût exorbitant lorsqu'ils sont expédiés, tandis que les champignons shiitake séchés sont considérablement plus coûteux lorsqu'ils arrivent dans l'usine de séchage. Les champignons shiitake sont à nouveau examinés afin d'éliminer d'emblée les plantes inacceptables, d'éliminer l'accumulation de saleté et de les orchestrer de manière égale. Le système de séchage est soumis à un contrôle rigoureux, notamment en ce qui concerne la température et le temps nécessaire pour éliminer l'eau des champignons shiitake. Outre les succulents champignons shiitake, le Japon est également réputé pour ses champignons lingzi. Ce champignon est utilisé depuis des milliers d'années dans la médecine conventionnelle pour traiter les problèmes de santé. Après l'abattage de l'arbre, l'agrume s'est reposé pendant un temps considérable avant d'être ennuyé. Un tronc peut supporter le développement de 15 champignons Ganoderma. Les troncs ont été immunisés avec des champignons Ganoderma et recouverts sous terre. Les éleveurs consacrent une grande partie de la journée à l'élaboration et à la fabrication des champignons Ganoderma. Il faut attendre 9 mois avant de pouvoir observer les champignons Ganoderma, mais quelques mois plus tard, lorsque le champignon lingzi a complètement évolué, il peut très bien être cueilli et manipulé. Il peut très bien être cueilli et manipulé de diverses manières, ce qui le rend différent des nombreux champignons différents qui peuplent les forêts. L'enchantement des champignons Ganoderma provient des éléments enfermés dans leurs parois cellulaires. Contrairement aux champignons shiitake, les champignons Ganoderma ont un taux de développement plus lent. Les éleveurs doivent attendre 75 à 90 jours pour les récolter. Curieusement, le rendement correspond à chaque centimètre de l'arbre. Par exemple, un tronc d'une largeur de 6 pouces produira des champignons réchis en 6 ans environ. Cela signifie que les troncs plus larges prendront plus de temps à tenir jusqu'à la première cueillette, car le champignon Lindsay mûrit, il commence à devenir brun rosé et les spores tombent du chapeau. Les champignons Ganoderma matures ont une épaisseur de 1 à 4 pouces. Lorsque les éleveurs cueillent les champignons Ganoderma, ils le font le plus souvent avec des paquets blancs, car lorsqu'ils sont récoltés tardivement, s'ils deviennent brunâtres, c'est qu'ils ont commencé à se décomposer. La cueillette se termine en tenant la racine d'une main et en la tirant vers le haut de l'autre. Après avoir été lavés à l'eau, les champignons Ganoderma sont séchés à des températures inférieures à 50 degrés Celsius.
visitons enfin des champs de choux au Japon. Le chou est un aliment de qualité et riche en suppléments. Après 70 à 115 jours à compter de la plantation, en fonction de l'assortiment, les choux sont prêts à être cueillis, leur base mesurant de 4 à 6 cm de diamètre. La tête de chou doit être ferme, réduite et les feuilles extérieures fermement enveloppées. S'il est absurde d'espérer récolter tout de suite, les têtes de choux plus modestes peuvent continuer à se développer pour la récolte suivante. Les éleveurs utilisent une lame pour couper la tête de chou à partir de la tige, en passant quelquefois à l'extérieur pour protéger le chou pendant la capacité. Les éleveurs récoltent souvent dans un climat frais, ce qui peut aider à conserver la fraîcheur et la saveur des choux dans les grands élevages commerciaux. Le ramassage est effectué par des machines informatisées reliées à des camions agricoles. Ces machines soulèvent l'arbre entier de la terre. Le chou se déplace le long d'une ligne de transport. Les éleveurs continuent d'éliminer les feuilles extérieures abîmées. À partir de là, le chou est empilé dans des supports et suspendu fermement pour être transporté vers l'entrepôt où il sera stocké. Les éleveurs travaillent avec du matériel, le déplaçant à travers les champs de choux pour les récolter délibérément. En fonction de la taille et des limites de la machine, celle-ci peut récolter plusieurs lignes de choux en même temps, ce qui réduit considérablement la quantité de travail à effectuer manuellement. Lorsque le soleil se lève sur les champs asiatiques, des plantations de bananes en Thaïlande aux champs de pommes au Japon, la collecte de produits naturels apparaît comme une composition claire. Nous devrions maintenant visiter des plantations de produits naturels pour voir comment les éleveurs asiatiques collectent un grand nombre de lots de produits biologiques. Après l'établissement de la plantation de pommes, celle-ci commence à porter ses fruits à partir de la 7e ou 8e année. Quoi qu'il en soit, tout dépend de l'assortiment choisi. Le rendement en produits biologiques augmentera lentement chaque année et restera ensuite stable pendant 30 à 35 ans. Au Japon, une exploitation agricole a une superficie de 114 200 sections de pommiers. La production absolue de pommes s'élève à 94 600 tonnes, ce qui représente un revenu d'environ 1300 cents à 16 millions de dollars. L'industrie de la pomme est devenue une industrie de soutien qui contribue à l'augmentation du salaire des gens et à l'amélioration rapide de l'économie locale. Les éleveurs décident tout d'abord de l'état de préparation idéal pour la cueillette. L'état de préparation n'est pas seulement important pour la qualité, il l'est aussi pour la protection des fruits. La cueillette précoce des produits naturels est souvent synonyme de gaspillage et de coûts élevés. Lorsque les pommes sont jeunes, elles s'enroulent efficacement et se contractent pendant leur croissance. Les plantations de pommes en Asie sont souvent regroupées et les éleveurs montent sur des escabeaux ou utilisent des appareils de soutien pour cueillir chaque pomme avec précaution. Il s'agit d'une stratégie très concentrée sur le travail qui prévaut dans le développement des pommes pâtissières. Elle se manifeste essentiellement dans les grandes plantations de produits naturels, avec la collaboration d'un nombre important de personnes travaillant à temps partiel. Dans l'ensemble, une plantation de pommes a besoin d'environ 10 à 12 ouvriers faucheurs pour garantir l'achèvement de l'activité. Les éleveurs manipulent les pommes avec autant de délicatesse qu'ils. Un œuf. Ils positionnent minutieusement chacune des pommes dans la boîte de cueillette. Il faut éviter de faire tomber le produit naturel ou de le heurter pendant le transport. C'est la meilleure façon d'éviter que le produit naturel ne soit endommagé avant d'être mis sur le marché. La récolte se poursuit généralement jusqu'à la fin du mois d'octobre et les nouvelles pommes sont généralement accessibles vers le début du mois de novembre. Lorsque la récolte et les transactions sont terminées, le cycle de création recommence sur le site de traitement. Les pommes sont évaluées en fonction de leur taille, de leur variété et de leur qualité. Les pommes sont lavées pour éliminer la terre et les pesticides, puis entreposées dans un endroit frais ou dans un climat à humidité contrôlée pour conserver leur fraîcheur plus longtemps. Se trouve un plaisir enthousiaste. Avez-vous déjà goûté à la saveur du durian ?
La saison du durian en Malaisie s'étend pour l'essentiel de mai à septembre, avec un pic en juillet, et en août, lorsque les durians vieillissent. Leurs épines passent du brun jaune au brun terne et dégagent une odeur solide caractéristique. Néanmoins, le durian récolté à ce stade n'est pas raisonnable pour le transport ou le stockage à long terme. Au moment où les durians se développent, un point sur leur tige s'agrandit, ce qui leur permet de tomber de l'arbre normalement. C'est également la raison pour laquelle les durians peuvent tomber à n'importe quel moment afin de garantir que les éleveurs puissent ramasser immédiatement les durians tombés. Les éleveurs attachent souvent des ficelles aux durians. Cela permet d'empêcher le produit naturel d'entrer en contact avec le sol et d'endommager les chardons des durians. Les cultivateurs de durians compétents attachent souvent des ficelles à chaque produit biologique de durian lorsqu'il s'est développé récemment. Lorsque le produit naturel du durian vieillit et tombe de la branche de l'arbre, la ficelle s'enroule rapidement et fermement autour du produit naturel du durian, ce qui l'empêche de tomber au sol et d'être endommagé. À l'heure actuelle, les éleveurs peuvent prudemment récolter les aliments cultivés au sol vers le début et la fin de la saison de la cueillette. Le durian n'est généralement récolté qu'une seule fois par jour, étant donné que l'efficacité de la pépinière est généralement faible pendant cette période. Après avoir été cueillis, les durians doivent passer par une série de cycles avant de vous contacter. Les durians sont immédiatement transférés dans la communauté d'assortiment pour y être regroupés. Malgré sa robustesse et son aspect rude, le durian ne se prête pas à un transport désagréable, car lorsque les produits organiques du durian se frottent les uns aux autres, les épines du durian se brisent et deviennent inoffensives pour les microbes. Outre la protection ordinaire, les nouveaux durians peuvent être immédiatement congelés en les exposant à l'azote liquide. Le durian congelé peut être conservé à une température inférieure à 18 degrés Celsius pendant une période assez longue, tout en conservant sa saveur, sa variété et sa surface unique. Le fruit du dragon est réputé pour sa couleur vive, son aspect exotique et ses bienfaits potentiels pour la santé. Sa popularité croissante sur les marchés nationaux et internationaux offre des opportunités économiques aux agriculteurs et répond à la demande croissante des consommateurs. En fonction de la variété et des conditions environnementales, les dragonniers peuvent commencer à produire des fruits 12 à 15 mois après leur plantation. Ils commencent à fleurir entre mai et juin et, fait remarquable, les fruits peuvent être récoltés un mois seulement après la floraison. Les agriculteurs doivent soigneusement choisir le moment de la récolte pour s'assurer que les fruits sont de la meilleure qualité possible et pour minimiser les pertes. Le fruit idéal pour la cueillette n'est pas tout à fait mûr, mais il est devenu rose et se dégonfle légèrement lorsqu'on le presse. La peau doit être brillante et les écailles doivent commencer à se flétrir. La récolte est simple. Les agriculteurs séparent délicatement le fruit de la tige ou utilisent des ciseaux ou un couteau. Une fois récoltés, les fruits sont immédiatement placés dans un endroit ombragé avant d'être emballés ou stockés. Le meilleur moment pour la récolte est tôt le matin ou en fin d'après-midi afin d'éviter la chaleur du soleil, qui peut augmenter la température du fruit. Lorsqu'il est conservé dans des conditions optimales, généralement autour de 10 degrés Celsius, le fruit du dragon peut conserver sa saveur jusqu'à 17 jours. Passons maintenant au jardin de bananes en Thaïlande. Lorsque les bananes arrivent à maturité, les agriculteurs placent des coussinets entre les régimes pour les protéger des chocs et des meurtrissures, puis les enveloppent dans des tissus ou des sacs en plastique pour repousser les insectes. Les bananes sont prêtes à être récoltées environ 10 à 13 semaines après la floraison de la plante. La récolte se fait toujours à la main, par équipe de 2 personnes. Une personne utilise un couteau pour couper le régime de la tige, tandis que l'autre soutient le régime sur son épaulette. De nombreuses exploitations agricoles du delta utilisent un système de câbles pour transporter les régimes de bananes vers les sites de transformation, mais il faut veiller à ne pas les déplacer trop rapidement pour éviter de les endommager. Un petit couteau tranchant est utilisé pour couper les bananes individuelles du régime, puis elles sont placées dans un réservoir d'eau pour éliminer tout résidu. Enfin, les bananes sont classées en fonction de leur taille et de leur qualité et emballées dans des boîtes en carton doublé de plastique. Chaque boîte garantit un poids net de 13 kg lorsqu'elle est mise sur le marché.
nous rendons maintenant dans les champs d'ananas aux Philippines pour voir comment les agriculteurs récoltent des millions d'ananas. Il s'agit du pays le plus important avec un niveau de production d'environ 2,7 millions de tonnes d'ananas par an. La superficie consacrée à la culture de l'ananas est estimée à plus de 40 000 hectares. Dans de bonnes conditions d'ensoleillement, il faut 18 à 32 mois pour qu'un ananas arrive à maturité. Des températures froides et glaciales prolongées ralentissent le processus de maturation et rendent le fruit plus acide. Même l'ananas est gravement endommagé à une température de 28 degrés. Les ananas ne sont pas prêts à mûrir tant que la majeure partie du fruit n'est pas devenue jaune-orangé. Toutefois, les changements de taille et de couleur ne sont pas des indicateurs fiables de la maturité, car l'ananas est un fruit qui ne continue pas à mûrir après la récolte. Le choix du bon moment pour la récolte aura une incidence sur la qualité totale des produits à base d'ananas. Chaque année, environ 3200 travailleurs affluent dans les exploitations d'ananas en Indonésie pour récolter des millions d'ananas qui seront cueillis à la main avant d'être récoltés. Les travailleurs doivent préparer soigneusement leur équipement de protection et leurs gants, car les feuilles en dents de scie peuvent les blesser. Après la récolte, les ananas sont envoyés dans des usines pour être emballés ou transformés en d'autres produits tels que les ananas en conserve et les ananas séchés.